partir de 1820, on pense que Nicéphore Niepce, Joseph Nicéphore Niepce, son vrai prénom est Joseph, et il a changé en cours de route, il a préféré se faire appeler Nicéphore. Il a commencé à travailler donc sur des essais de reproduction de la réalité par des moyens mécaniques. Donc il a effectivement sorti une première image. Alors on pense quand même que l'image qui est à droite, la vue de la fenêtre du Gras, qui était le nom de sa propriété, qui date de 1826-1827, on considère que c'est la première photographie argentique qui soit sortie, qui était un système qui n'était pas totalement argentique, qui était du bitume de Judée, c'est-à-dire que c'était un système de durcissement à la lumière d'une émulsion du bitume de Judée, et ensuite on faisait un lavage du tirage photo, et les endroits qui avaient été très insolés gardaient l'encre, le bitume, et les endroits qui n'avaient pas été insolés étaient lavés à ce moment-là. Lui disait qu'il avait mis 12 heures à faire cette prise de vue de la fenêtre du Gras, d'après les essais qui ont été faits avec des procédés identiques dans les années 80, 1980, il a fallu plusieurs jours d'exposition. C'est-à-dire que si on n'exposait qu'un jour, pendant 12 heures en plein soleil, c'était pas suffisant. Le bitume de Judée ne durcissait pas suffisamment et tout s'effaçait. Donc effectivement, c'était par répétition, facilement 2-3 jours qu'on arrivait ensuite à fixer une image. Donc, mais d'après Niepce, il lui fallait 12 heures quand même pour une image. Donc vous voyez bien que là, on est au balbutiement de la photographie. Il est absolument impossible d'utiliser ce procédé pour faire du portrait, il est impossible de l'utiliser pour faire du reportage à plus forte raison. On est vraiment sur quelque chose qui est complètement statique, et vous voyez que la définition est quand même assez médiocre. Et puis Niepce, il avait beau avoir, il était d'une grande famille, une famille d'une bonne bourgeoisie avec beaucoup d'argent, il a fini par dilapider absolument toute la fortune familiale pour ses différents essais. Bon, il avait inventé quand même le moteur à combustion interne, qui est devenu le moteur à explosion, plus ou moins, et ça, son frère avait essayé de vendre le brevet en Angleterre, mais ça n'avait pas bien marché non plus. Donc finalement, enfin, tous les brevets qu'ils avaient, qui se sont avérés être des trucs absolument géniaux, ils ont eu les pires difficultés à les distribuer. Ils n'étaient pas très commerciaux dans l'âme, certainement. Donc il a réussi quand même à avoir ce procédé. Il s'est associé avec un dénommé Daguerre. Daguerre a immédiatement vu l'intérêt que pouvait avoir la photographie. Il s'est dit, mais au lieu d'essayer de reproduire en peinture des scènes réelles et des choses comme ça, autant le faire directement avec un moyen mécanique. Donc il s'est penché sur la question. Il n'était pas spécialiste, il n'était pas du tout chimiste, mais il s'est allié, il s'est renseigné sur énormément de procédés. Et puis ils sont arrivés au daguerréotype, qui est un système de plaques de cuivre couvertes de sel d'argent, qui est exposé à la lumière. Alors évidemment, les premiers daguerréotypes, il y avait des temps de pause qui étaient très longs. On regardera justement en détail la photo de droite après. Mais les temps de pause atteignaient plusieurs minutes. Hein. Ça pouvait être 10, 12, 15 minutes facilement. Donc là encore, très difficile de faire du portrait, étant donné que pour immobiliser quelqu'un pendant aussi longtemps sans qu'il bouge du tout, c'était impossible. On n'avait que des images floues. Donc là, il s'était plutôt consacré au paysage. Et puis, lui, il a découvert un peu par hasard, alors il y a une véritable légende qui existe autour de ça, le développement d'images latentes, c'est-à-dire qu'au lieu d'exposer jusqu'à ce qu'on ait une image qui apparaisse réellement, il s'est rendu compte qu'il avait des plaques qu'il avait commencé à exposer, puis il s'est rendu compte qu'il avait oublié, je ne sais pas quel paramètre dans son exposition. Donc il a enlevé les plaques et il les a remis dans le placard en disant je m'en resservirai une autre fois. Et comme ces plaques étaient enfermées dans un placard dans lesquels il y avait du mercure qui était stocké, parce qu'il avait plusieurs produits chimiques, il s'est aperçu que l'image, effectivement, se développait. Donc il a cherché, parce qu'au départ il ne savait pas pourquoi dans ce placard en particulier et pas dans les autres, parce qu'il essayait tous les placards qu'il avait chez lui, il n'y avait que dans celui-ci que ça fonctionnait. Et il s'est rendu compte que c'était les vapeurs de mercure qui développaient l'image. Donc effectivement le daguerréotype a été très rapidement développé, ça a permis de baisser le temps d'exposition, parce qu'il y avait une image latente qui se formait, et le développement au mercure a permis d'obtenir l'image, mais gros problème du daguerréotype, c'est qu'il n'est pas reproductible. C'est-à-dire qu'on a une image positive qui est à la fois négatif et positif. C'est-à-dire que selon l'angle sous lequel on va regarder l'image, on a son négatif ou son positif. Une espèce de jeu de miroir qui existe à l'intérieur de l'image. Par contre, ça a immédiatement un succès énorme, étant donné que Daguerre, qui a d'abord essayé de vendre son brevet tout seul en 1839, voyant qu'il n'y arrivait pas, s'est rapproché de l'Académie de sciences et entre autres d'Arago,
qui, lui, a vu cette invention comme étant quelque chose d'absolument révolutionnaire et qui a, à l'Académie des sciences, présenté dès janvier 1839 le procédé photographique daguerréotypique. On ne parlait pas encore vraiment de photographie. Et ensuite, c'est l'Assemblée nationale, au mois de juillet 1839, qui a accepté l'achat du brevet. Et comme c'était un brevet qui était devenu public, tout le monde s'est mis au daguerréotype. La photographie argentique est vraiment le premier procédé argentique qui existe. Et là, ça a eu un succès absolument phénoménal. Tout le monde a voulu photographier tout. C'est pour ça qu'il y avait certains critiques qui étaient très, très virulents contre la photographie, en disant que c'était quelque chose de complètement trivial et que cette représentation de la réalité était complètement triviale. Baudelaire, en particulier, était un farouche opposant à la photographie, bien qu'il se soit fait ensuite photographier par Nadar, qui a de très beaux portraits de lui, mais au départ, c'était vraiment quelque chose qui lui déplaisait énormément. Et pour revenir à cette vue, donc vous voyez là, c'est les premières vues qui ont existé, c'est une vue de Paris, du boulevard du Temple. Et cette vue est assez particulière parce qu'il y avait certainement énormément de gens qui passaient, elle date de 1839. Il y avait certainement beaucoup de gens qui passaient sur le boulevard du Temple à ce moment-là. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne voit strictement personne parce que les gens se déplaçaient et qu'ils ils ne restaient pas suffisamment de temps au même endroit pour que leur image soit enregistrée. Et il n'y a qu'une personne qui apparaît sur cette photographie, c'est la personne qui est ici, qu'on voit ici, là, le petit bonhomme qu'on voit juste là, et éventuellement un deuxième qui est devant, mais on n'en est pas très très sûr parce que là c'est beaucoup plus flou. Et c'est tout simplement, ils ont agrandi, ce que permet de faire le daguerréotype, étant donné que c'est un grain extrêmement fin, on a une précision redoutable, c'est-à-dire qu'on peut même compter les tuiles sur un toit quand on agrandit sans aucune difficulté. Et c'est que tout simplement ce monsieur est en train de faire cirer ses chaussures. Donc il est resté immobile, certainement 3-4 minutes, mais en tout cas suffisamment de temps pour que son image soit enregistrée. Alors que effectivement, la personne qui est certainement le cireur de chaussures qui est devant lui est beaucoup plus flou parce qu'il bougeait énormément pour son travail. Donc voilà, on considère que c'est la première vue de rue avec un humain à l'intérieur. Et puis, comme je vous disais, le gros problème du daguerréotype, c'est qu'il n'est pas reproductible et qu'on n'a qu'une image unique. Et c'est pour ça que les Anglais considèrent que c'est eux les vrais inventeurs de la photographie, parce que William Henry Fox Talbot a effectivement inventé le système argentique, mais négatif, en déposant uniquement, donc c'est du papier, sur lequel il met une émulsion argentique et qui effectivement réagit comme un daguerréotype. Il la développe. Ensuite, il s'est allié avec Herschel, qui était un physicien anglais, pour fixer l'image, parce que ça c'était le gros problème. Il fallait arriver à fixer l'image. Le daguerréotype était quand même assez stable. Ça, il n'y avait pas de problème. On a des daguerréotypes qui datent de 180 ans maintenant et qui sont en parfait état de conservation. Il faut surtout qu'ils soient étanches à l'air ambiant. C'est-à-dire que si vous avez des pollutions soufrées, alors plus forte raison maintenant, et que votre daguerréotype, le petit boîtier dans lequel il est conservé n'est pas étanche, vous allez avoir une dégradation extrêmement rapide du daguerréotype. Donc c'est pour ça que, mais si on le conserve dans de bonnes conditions, il a une durée de vie qui est quasiment infinie. Le système de Fox Talbot est effectivement beaucoup plus astucieux, étant donné qu'il permet d'avoir un négatif au départ. Donc ensuite, alors le négatif, évidemment, on l'a à la taille réelle de l'objet. C'est-à-dire qu'il faut avoir une chambre. Si on veut faire une image en format 30-40, il faut avoir un négatif qui fasse 30-40, parce qu'il n'y a pas de système d'agrandisseur derrière des images. Donc il faut par contact, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, si vous avez cette image au centre, alors là, c'est une fougère qui a été posée directement sur le papier, que vous avez donc en négatif, c'est-à-dire que les endroits où la fougère est posée, la lumière n'est pas passée, et donc a laissé la zone en clair, en blanc ou en clair en tout cas. Et ensuite, on va utiliser ce papier qu'on va cirer de préférence, étant donné, ou huiler, mais bon, la cire apparemment fonctionnait très bien, et ça va permettre de le rendre beaucoup plus transparent. Et on va le mettre en contact sur un autre papier, qu'on va exposer à nouveau au soleil, et on va obtenir un positif. Alors le système est un peu long, le temps de pause est encore très très long, donc on se retrouve effectivement avec des temps de pause pour les gens, qui voulaient absolument leur portrait. Tout le monde voulait avoir son propre portrait, qui jusque-là était, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, le privilège des rois, des aristocrates et des religieux.
Mais autrement, personne d'autre ne pouvait avoir son portrait. Là, on est arrivé, on est après le siècle des Lumières, on est juste à la fin du siècle des Lumières, et surtout après la Révolution française. Donc, la royauté a capoté et on se retrouve avec une nouvelle classe qui est au pouvoir, qui a besoin de diffuser cette image et de prouver, en plus, démontrer son pouvoir, c'est la bourgeoisie. Et c'est eux qui vont foncer tête baissée dans la photographie, d'abord par le portrait, parce que d'abord, la photographie, le daguerréotype coûte beaucoup moins cher qu'une peinture. Au départ, c'est un procédé qui est, même s'il est cher, qui coûte quand même beaucoup moins cher, et qui a surtout la possibilité d'être diffusé. Ce que comprend très rapidement aussi un dénommé André-Adolphe Eugène Disdéry, qui lui, dès 1850, donc là on est vraiment peu de temps après l'invention de la photographie, va proposer des cartes de visite photographique. C'est-à-dire qu'avec un seul appareil photo, il va avoir un appareil avec 8 objectifs différents, puis il va déboucher un objectif l'un après l'autre. Là, on est arrivé, on a des temps de pause de quelques secondes. Hein. Donc là, on est déjà considérablement descendu sur les temps de pause. Et les gens vont prendre des poses différentes. Ensuite, les photos vont être découpées, mises sur un carton, style avec une impression au dos, style carte postale, donc on va pouvoir envoyer, qu'on va pouvoir diffuser. Et ce qui était le privilège des rois de la diffusion de l'image par les monnaies, leur profil était sur les monnaies, va devenir l'apanage de toute une nouvelle génération et toute une nouvelle branche de la société qui est la bourgeoisie. C'est pour ça que ça a un succès énorme à peu près. Et puis ensuite, on a heureusement pu alléger un petit peu le matériel photo. Comme je vous disais, au départ, on était obligé d'avoir, quand on voulait un grand format, il fallait avoir un grand appareil photo. Et parce qu'il n'y avait pas de système d'agrandisseur. Et donc, on se retrouvait de temps en temps avec, alors celle-ci c'est la chambre éléphant, qui a existé aux États-Unis, hein. C'est pas un montage, elle a réellement existé. Et je crois qu'on avait une image qui faisait 1 mètre 20 de base, quelque chose comme ça, sur plaque de verre, évidemment. Donc vous imaginez, rien que pour charger une image, alors en plus c'était des systèmes de collodion humide la plupart du temps, qui exigeaient que le développement soit fait dans la foulée. C'est-à-dire qu'il fallait que l'image soit légèrement, le verre émulsionné soit très légèrement humide pour faire la prise de vue, et il fallait que le développement intervienne dans la foulée. Donc il fallait avoir un laboratoire qui permette de rentrer des plaques de verre de plus d'1 mètre à l'intérieur. Plaques de verre qui forcément étaient épaisses pour pas qu'elles cassent, et on était vraiment sur du 300-400 kilos de matériel quand on partait en expédition. L'expédition qu'avaient menée les frères Bisson, qui étaient parmi les photographes de Napoléon III, ils avaient fait une expédition dans les Alpes, ils avaient 300 mulets avec eux pour pouvoir faire les prises de vue et développer les images dans la foulée. 300 mulets et une centaine d'assistants. Et ils ont ramené des photos effectivement absolument extraordinaires pour l'époque, mais c'était le gros souci. Donc la miniaturisation des appareils photo a été une avancée extraordinaire au niveau de la photographie, et a permis ensuite d'avoir alors d'abord la box, c'est la box de Kodak qui doit dater des années 1920, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. Et puis surtout, ce qui a soulagé, qui a permis d'arriver à une photographie de reportage, une photographie plus rapide, ça a été le changement de support de film. C'est-à-dire que là, ensuite, on est passé dès 1888, ça c'est un des premiers roll film qui existe, c'est-à-dire que quelqu'un a inventé un système qui a permis de mettre l'émulsion sur un support, alors qui était en diacétate au départ, qu'on appelait aussi les films flammes, étant donné que c'était des films qui s'auto-enflammaient à la chaleur, ce qui était quand même relativement embêtant. Il y a eu énormément d'accidents à cause de ces films-là. Ça existe toujours, il y a dans des archives photographiques, il y a encore des diacétates, donc ils sont toujours mis dans des armoires anti-feu maintenant. On les a évidemment reproduits, numérisés et tout, mais l'original est inflammable et autoconsumable. Donc ça, c'est vraiment très risqué. Et puis ensuite, il y a eu à partir de 1934 les films qui étaient proposés dans des petits boîtiers comme ceux-là, qui existent toujours, hein, c'est exactement les mêmes modèles. C'est du film 35 mm, c'est-à-dire que c'était du film qui servait à la fois au cinéma, format 35 mm du cinéma, et à la fois à la photographie. Donc c'était très pratique pour les fabricants d'avoir le même support. Pour l'entraînement de la pellicule, le crantage permettait d'entraîner les films sans dommage, contrairement aux autres, qui de toute façon étaient limités. Vous voyez, vous avez le nombre de vues, c'est-à-dire que si vous faisiez des films de 4,5 par 6 cm, vous n'aviez que 16 vues. Donc évidemment, ça limitait un peu les choses. Et puis là, c'est un peu un clin d'œil, le photographe qui est à droite, qui a des tas d'appareils photo. Alors ça pouvait être justifié avant d'arriver au numérique, parce qu'on avait très souvent besoin de sensibilités de films différentes en fonction de ce qu'on devait faire. Et puis, il y avait noir et blanc ou couleur.
Donc, pour être sûr de toujours avoir la bonne pellicule, ben, on pouvait avoir 4, 5 appareils photo, peut-être pas autant que le monsieur, mais on pouvait en avoir quand même énormément pour arriver à avoir le bon cliché au bon moment avec le bon appareil photo. Alors, il y a aussi quelque chose qui est apparu, qui a disparu et qui revient maintenant en force, c'est l'instantané. Alors la plupart du temps, on appelle ça des Polaroids, même si la plupart des émulsions maintenant sont faites par Fuji. Mais Polaroid a été l'inventeur de la photographie instantanée qui permettait d'avoir le cliché immédiatement. C'est ce qui manquait un peu aux gens. On faisait la photo. Ensuite, il fallait que la photo soit développée, soit tirée, qu'on la redistribue aux gens après. La plupart du temps, tout le monde avait oublié la photographie qui avait été faite et trouvait ça beaucoup moins drôle. Et puis ensuite, il a fallu attendre quand même 1975. Alors bon, il y avait Internet qui est arrivé en 72, mais il a fallu attendre 75 pour avoir le premier appareil photo numérique. Alors l'appareil que vous voyez ici pèse environ 4 kilos. Fait une image de 100 pixels sur 100 pixels et il fallait compter 23 secondes pour enregistrer l'image. Donc là, on n'est plus du tout dans l'instantané. À nouveau, on se retrouve avec un système qui est proche de l'invention de la photographie. Alors, vous voyez que même l'enregistrement se fait directement sur des cassettes, comme cassette audio. Hein, c'était exactement qui était placé sur le côté. Et c'était une image, j'ai oublié de vous préciser, qui était en noir et blanc. Hein, parce que là, la couleur, ça marchait pas du tout. Mais depuis 1969, on avait les CCD qui étaient apparus, et ces capteurs qui sont des photosites qui permettent de transformer la lumière en électricité, se sont répandus vraiment à très très grande vitesse, et surtout, ce qui a permis le développement de l'image numérique, parce que là c'est vraiment intimement lié, ça a été l'évolution aussi d'Internet. C'est-à-dire, plus il y a eu du débit sur Internet, plus on a pu faire des images importantes qu'on a pu transmettre immédiatement. Il y avait ce côté instantanéité. Au départ, l'image numérique, ça n'a pas été inventé, contrairement à la photographie argentique au 19e, par des gens qui voulaient se montrer. Ça a été créé essentiellement pour la publicité et pour une consommation immédiate. Il y a vraiment cette notion, on est dans cette espèce, dans les années 70, d'évolution extrêmement rapide de la communication, avec la volonté de transmettre au plus rapide l'information, donc l'image forcément, alors que là, l'argentique obligeait de passer par différents procédés pour passer ça dans les journaux, éventuellement à la télévision. Mais Internet, il y avait très très peu de gens qui de toute façon pouvaient communiquer par ce biais-là. Mais ce qui est assez intéressant de voir, voilà, c'est ça, c'est de voir un petit peu la taille des différents, c'est ce que vous avez sur la gauche, la taille des différents capteurs qui existent. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez des capteurs sur la partie haute vraiment de grandes dimensions, qui sont des appareils qui restent extrêmement chers. La photo numérique, au départ, les premiers appareils qui ont existé n'étaient que professionnels. Hein, c'était un tel prix, c'était des appareils qui valaient l'équivalent peut-être maintenant de 5 000 €. Donc il y avait vraiment que des professionnels qui s'y étaient mis. Et puis ensuite, comme ça s'est démocratisé, que les capteurs ont été fabriqués en beaucoup plus grande quantité, on n'était plus dans le prototype, on était vraiment dans l'industrialisation du procédé, on a pu baisser considérablement le prix des capteurs. Mais vous voyez qu'on a des différences de format qui sont énormes, donc forcément de qualité. Parce qu'on peut, maintenant, les photosites sont devenus absolument microscopiques, ils sont de l'ordre de 6 microns, et on peut évidemment en coller énormément sur un tout petit capteur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à les installer. Le problème qu'il va y avoir après, ça va être un problème de surchauffe de ces photosites. C'est-à-dire que plus vous avez de photosites sur une petite surface, plus ça va chauffer, et vous avez une création de ce qu'on appelle le bruit numérique. C'est-à-dire qu'on appelait ça un peu le grain autrefois en photographie, mais vous allez avoir énormément de bruit, surtout dans les ombres, avec des pixels colorés qui vont apparaître un peu partout sans aucune justification, et ça va vous faire des images vraiment de très mauvaise qualité. Donc évidemment, il est toujours intéressant d'avoir un maximum de photosites, mais il faut avoir la surface qui va avec. Si on sert trop les photosites, cette surchauffe va vraiment dégrader considérablement l'image numérique. Donc ça, c'est très très important. Donc évidemment, si dans certains cas, vous allez être obligé d'utiliser des appareils professionnels pour certains types de photos, on ne peut pas faire du numérique avec n'importe quoi en fonction du métier qu'on fait. Ça, c'est vraiment très très important. Là, vous voyez, alors ça, c'est un des appareils photo un des capteurs, numériques qui est monté sur Hubble
c'est la nébuleuse d'Orion. Et là, vous avez une image de 354 mégas en natif, et vous avez 18 000 pixels de côté. Donc là, c'est un des appareils, un des capteurs les plus gros qui existent actuellement. Et c'est une image qui est libre de droit, qu'on peut acquérir et télécharger sur différents sites. Vous tapez nébuleuse d'Orion Hubble, et vous pouvez avoir cette image. Et effectivement, vous pouvez faire un poster de 3 mètres sur 4 sans aucun problème avec la qualité d'image que vous avez à la base. Vous avez une définition absolument extraordinaire. Et puis, ça, c'est un petit peu le nouveau support qui existe de la photographie numérique. C'est que la plupart du temps, les gens vont stocker leurs images, alors ou sur leur appareil photo, ce qui est un risque majeur, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais il y a possibilité, effectivement, de le mettre en réseau. Alors, si on stocke sur une carte, au bout d'un moment, de toute façon, la carte, il faudra bien en faire quelque chose. Alors, ou on met ça sur son ordinateur, mais grosso modo, on va jamais regarder les images, ou très peu, ou les regarder une fois, et puis ensuite les oublier. Surtout si on ne les référence pas correctement, qu'on ne fait pas une arborescence dans son système de bibliothèque. Et là, des gens qui ne retrouvent pas les images, vous en entendez certainement tous les jours qui vous en parlent en disant « Ah j'avais fait des images de ça, mais je sais pas où elles sont ». Alors que quand on avait un album photo, enfin pour ceux qui classaient les photos, parce que si c'était mis dans un carton à chaussures, c'était un peu la même chose, mais si les photos étaient classées dans un album, on pouvait retrouver dans l'album beaucoup plus facilement par sujet, par thème, par date, etc. Ce qui est une chose qu'il faudrait systématiquement faire en numérique et que malheureusement beaucoup de gens ne font pas. Donc ces photos, quand elles sont mises en réseau, par contre, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, Snapchat, tout ce que vous voulez, ces images vont partir sur des serveurs. Il y a à peu près, rien que pour Google, il y a environ 2 millions de serveurs répartis dans le monde. Et là, vous voyez que ça représente, ça a une incidence écologique, c'est que vous avez 100 milliards de kilowatts qui sont utilisés rien qu'aux USA, et ça c'était en 2015. Donc ça a forcément augmenté considérablement depuis, mais c'est une consommation électrique énorme, raison pour laquelle beaucoup de ces serveurs sont dans les pays comme la Norvège, la Finlande, où il y a un refroidissement naturel qui se fait parce que les températures sont plus basses, et ils sont obligés d'utiliser ces systèmes-là pour arriver à moins consommer d'électricité. Mais ça représente au total la consommation, au moins, ça a évolué aussi, 4% de la consommation d'énergie mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ce stockage, une fois que vous êtes dans ces réseaux de serveurs, là ce sont des serveurs Google entre autres, pour arriver à retrouver vos images aussi, c'est si elles ne sont pas référencées, si elles ne sont pas parce que vous pouvez avoir des références GPS, vous pouvez avoir absolument tout sur votre image dans les métadonnées, elles sont perdues. Parce que pour aller retrouver quelque chose dans ces réseaux qui tournent sans arrêt, donc c'est un système de sauvegarde, c'est ce qu'on appelle un peu le cloud aussi, qui est un système de sauvegarde qui finalement est presque le plus fiable, on reviendra dessus, mais parce que là, au moins les images tournent en permanence sur je ne sais combien de serveurs à la fois. Donc si elle se perd, qu'il y a un serveur qui crache à un endroit, on pourra retrouver l'image sur un autre serveur potentiellement. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et puis évidemment, on s'aperçoit que la photo numérique a permis à la science, et à la science de progresser, mais en tout cas à montrer des images et accéder à une imagerie qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc je vous ai montré quelques exemples. La photo que vous avez en haut ici, on est sur le sol de Mars. Donc là, il faut savoir que le laboratoire de planétologie de Nantes s'occupe de la partie imagerie, une partie de la partie imagerie de Mars. Donc ils reçoivent des images en permanence de Mars. Et grâce à ces images, donc qui sont des images réel. Là, on n'est pas sur du virtuel, on n'est pas sur de l'image satellite, on est sur de l'image faite au sol par les différents véhicules qui sont à la surface. Je crois que c'est Curiosity, celui qui tourne actuellement. Oui, c'est ça. Et donc là, on est vraiment sur de l'image comme de l'image qu'on pourrait faire dehors, dans la campagne près de chez soi. Et ces images de Mars, évidemment, sont faites systématiquement sur un parcours donné, sous des angles donnés, et permettent une reconstitution 3D de la surface de Mars. Et c'est pas de la reconstitution virtuelle, c'est vraiment de la reconstitution faite avec de l'imagerie numérique sur Mars.
Alors, ce qu'il y a aussi de possible, c'est des. Alors, ça existait déjà, en argentique, mais maintenant en numérique, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ces images parce qu'on peut les diffuser très rapidement. C'est le microscope électronique à balayage qui, par l'acquisition de ces images en très haute définition, va permettre ensuite de transmettre. Alors là, c'est sur un insecte, mais vous avez possibilité évidemment d'aller presque au niveau de l'atome pour ce genre de choses. Et puis là, vous avez alors aussi de l'imagerie numérique. Alors là, on est un peu entre la vidéo et tout. C'est un scanner qui a été fait d'une momie qui est conservée au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, qui n'est plus montré en public, étant donné que les restes humains maintenant ont pris des valeurs. C'est plus un objet archéologique, mais c'est considéré comme dépouille humaine. Donc on n'expose pas une dépouille humaine dans un musée. Il y a encore quelques musées qui le font, mais pas tous. Et là, cette imagerie numérique nous a permis de vraiment, sans être obligé de faire de prélèvements, ce qui avait été malheureusement fait dans les années 50, qui avait commencé à débandeletter la momie et qui l'a bien esquinté, ben là ça vous permet d'arriver directement au squelette de la momie et aux organes intérieurs de la momie sans être obligé de faire le moins de prélèvements, sans dépouiller la momie, sans la casser. Donc là on a une observation, ce qu'on appelle du contrôle non destructif, qui est vraiment extrêmement importante par l'imagerie numérique. Et puis voilà, ça c'est toute la partie communication qu'il peut y avoir, qui s'est accélérée à vitesse grand V. Je crois que là vraiment où il y a un record de partage d'images, ça a été sur les attentats du 11 septembre à New York, avec les tours jumelles, où là l'image a tourné quasiment en continu. On a eu des milliers et des milliers d'images qui sont arrivées sur tous les sites d'information. Et puis ensuite, il y a effectivement tout ce qui peut être manifestation, les incidences qu'ont la photographie, alors aussi bien sur la recherche, mais là il y a en l'occurrence une image des histoires qu'il y a eu avec Benalla. Bon, voilà, c'est-à-dire que l'image sert de preuve aussi, même si juridiquement ce n'est pas une preuve, c'est en tout cas, ça collabore à prouver quelque chose. Et puis bon, ça ce sont les incendies qu'il y a eu dans le 16e arrondissement, enfin vous voyez, et puis ensuite, il y a évidemment les fakes qui sont faits. Alors, l'image qui est faite en haut, ici, c'est réellement Macron qui a fait le selfie, hein, avec l'équipe, alors je ne sais plus qui est derrière, son équipe de campagne de La République En Marche, je crois. Et évidemment, vous voyez ce qu'ont pu en faire des internautes très rapidement dans les minutes qui ont suivi. Voilà, ça c'est tous les fakes qui existent, parce qu'effectivement, autant il y a de temps en temps, il est difficile de voir le trucage, de temps en temps c'est quand même beaucoup plus aisé. Donc c'est pour ça que là j'ai mis faux et usage de faux, parce que ça peut être l'image qui est trafiquée, mais ça peut être la légende qui accompagne l'image, parce qu'il y a très peu de vérification. L'information va tellement vite en numérique qu'il est très difficile de vérifier l'information. Et puis, ça c'est la grande mode, et c'est un des trucs qui fait qu'on se retrouve un petit peu sur le principe de Disdéry, où les gens voulaient absolument se photographier. Maintenant, c'est vraiment donné à tout le monde, et ce qui fait qu'on a même mis les appareils photo à l'avant de l'appareil photo du téléphone, de façon à se voir quand on se photographie, et faire le selfie pour le distribuer. Donc ce qui est très drôle, c'est que la photo qui est à droite, c'est bien un selfie qui a été fait, c'est un singe qui a piqué l'appareil photo d'un photographe animalier et qui l'a utilisé, qui a déclenché plein de fois, et le problème qui s'est posé, parce qu'évidemment lui, ensuite le photographe a réussi à récupérer son appareil photo, à exploiter l'image, et des gens ont dit qu'il fallait qu'il reserve cet argent à la réserve dans laquelle il est allé faire les photos, parce qu'il n'est pas auteur de l'image. Et juridiquement, il y a eu tout un procès pour savoir qui était propriétaire de cette image-là. Donc vous voyez que ça peut aller très loin aussi au niveau des droits. Et puis, ce que je vous disais, mémoire courte, le problème majeur qu'il y a dans la photographie numérique, c'est sa conservation. Pour l'instant, on est incapable de donner une durée de vie à la photographie numérique supérieure à 10 ans. Alors quand c'est sur des CD, des choses comme ça, c'est une véritable catastrophe, parce que là ça peut être quelques mois. Si c'est sur un serveur qu'on a chez soi, un disque dur qu'on a chez soi, disque dur, il peut cracher à n'importe quel moment, donc vous perdez tout. Si vous êtes sur un système, alors qu'il y a un système NAS là à gauche, qui a un système de copie en miroir de vos données, c'est un peu plus sûr, mais si vous avez un incendie ou une inondation chez vous, vous perdez tout. Comme on peut voir à droite là sur un incendie, là effectivement les données c'est irrécupérable. Donc les serveurs externes sont toujours
une sécurité, mais ça reste quand même quelque chose de très fragile parce qu'il peut y avoir des problèmes d'interférence. Et puis surtout, est-ce que dans 20 ans, on aura des ordinateurs qui permettront de lire des images qu'on fait aujourd'hui? Ça, on n'en est pas du tout sûr. Alors, on a des normes au niveau des formats qui existent quand même, le JPEG, le TIFF, etc. Mais on n'est pas du tout sûr que ces formats-là soient encore lisibles dans quelques années parce qu'il va y avoir un progrès considérable, certainement au niveau de l'informatique. On dématérialise de plus en plus. Comment ces photos seront lisibles? Et puis là, c'est un peu la boucle est bouclée parce que la photographie numérique peut servir aussi, enfin l'imagerie numérique peut servir aussi à la restauration de la photographie. Vous voyez un daguerréotype qui avait été très très mal conservé et qui avait quasiment disparu. Et ça, c'est grâce à un synchrotron où on va bombarder de rayonnement X la surface de l'objet. On va avoir une réverbération en fonction de la teneur des éléments chimiques qui sont à la surface de la plaque. Et donc on va retrouver l'image, alors malheureusement en noir et blanc, c'est une image qui était peinte au départ, mais malheureusement en noir et blanc, mais on retrouve une très très bonne lecture de l'image. Donc l'image numérique vient aussi au service de la restauration et en tout cas pour redonner une image à quelque chose qui a disparu.